Chérifa Linossier, bonjour. Bonjour. Chérifa, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît, vous et votre parcours en Nouvelle-Calédonie? Oula, alors donc je suis arrivée en Nouvelle-Calédonie en 2004, en sac à dos, à l'auberge de jeunesse, à manger des soupes chinoises. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans, tout à fait. Et ensuite, je suis tombée amoureuse de ce pays, puisqu'en fait, c'était pas prévu que je reste ici. C'était un parcours autour du monde, donc j'avais fait la Malaisie, l'Australie, etc. Et je suis arrivée avec le Lonely Planet de Nouvelle-Calédonie, et j'ai découvert le territoire et je me suis dit, je vais poser mes bagages ici, en fait. C'était très compliqué, puisque je comprenais pas trop comment ça marchait en Nouvelle-Calédonie. J'ai tout de suite été me rapprocher des sapeurs-pompiers, puisqu'en fait j'étais pompier dans la région parisienne. Et donc il manquait d'instructeurs, donc c'est des formateurs de formateurs chez les sapeurs-pompiers. Et je suis rentrée d'abord en fait comme pompier volontaire, donc pas à Nouméa parce qu'ils prenaient pas de femmes. En fait, ils prenaient surtout pas de femmes avec un grade, parce que je suis sous-officier. Et donc j'ai atterri à Païta. Et il y avait l'école des sapeurs-pompiers, qui était une association à l'époque, et avec Alexandre Rossignol, les fidèles de la sécurité civile de Nouvelle-Calédonie, et on a commencé à former en fait les sapeurs-pompiers du territoire. Donc voilà, c'est par cette compétence-là que j'ai commencé à travailler, donc de 2004 à 2013 avec les sapeurs-pompiers, et on était en plein transfert de compétences de la sécurité civile, donc il y avait quand même déjà un gros dossier. Oui. Ensuite, avec l'emploi local, j'ai eu du mal à trouver un boulot. Je suis ingénieur risque en fait, donc c'est vraiment ma spécialité, la santé-sécurité au travail particulièrement. Donc j'ai créé ma boîte qui s'appelait NC-Prev. Et j'accompagnais les entreprises privées à tout ce qui est santé-sécurité au travail. Donc là, je me suis rendu compte en fait qu'on n'avait pas beaucoup de textes, enfin on n'en avait pas du tout même. Et c'est mes débuts, on va dire, de lobbying pour accompagner les collectivités à faire des règles, construire en fait des lois, puisque c'est compétence Nouvelle-Calédonie. Donc j'ai commencé à m'intéresser un peu à ça. Et comme j'étais chef d'entreprise, je me suis dit, il faut que je m'implique un peu plus en tant que chef d'entreprise en Nouvelle-Calédonie. Et c'est comme ça que j'ai intégré la CPME en tant qu'adhérente au départ. La Confédération des petites et moyennes entreprises. Tout à fait, la Confédération des petites et moyennes entreprises. On m'a missionnée rapidement sur la CAFAT, donc j'ai été administratrice à la CAFAT. Et c'est là que j'ai commencé à faire des gros yeux un petit peu sur la dépense publique. Et puis, quelles étaient les règles en matière de protection sociale, de santé-sécurité au travail, etc. Donc la CAFAT, ça a été un beau révélateur, puisque à l'époque, j'avais commencé à dire ça ne fonctionne pas tout à fait comme il faudrait que ça fonctionne. Et ça a été mon premier mandat. Je pense que mes pairs, quand je dis mes pairs, c'est les autres chefs d'entreprise, par mes compétences justement de protection sociale et puis de santé et de prévention et de gestion des risques, on a commencé à conduire des travaux au sein de la CAFAT. Et là, je me suis rendu compte que, pareil, c'était la gestion de la dépense publique, elle était hallucinante, parce que on mettait pas de recettes en face des dépenses, et c'était un système qui venait de se construire aussi. Donc voilà. Et ensuite, il y a eu la démission de Monique Jandot, qui était à l'époque présidente, puisqu'elle partait en élection législative, il me semble, oui, législative, avec Calédonie Ensemble. Et on m'a proposé de prendre la présidence, ce que j'ai refusé au départ, puisque j'étais co-conseil d'administration. Finalement, le bureau m'a sollicité à nouveau, et j'ai dit OK, mais je prends la présidence avec une vision qu'on doit construire de politique économique, qui était un peu différente de la politique patronale qu'on pouvait avoir jusqu'à présent. Voilà, donc j'ai fait 7 ans de mandat en tant que présidente de la CPME. Donc un autre combat, défendre les petites et moyennes entreprises, particulièrement les patentées, comme on dit ici, et avec une conviction qu'il fallait changer le modèle économique et social, ou en tout cas être force de proposition sur le modèle économique et social. C'était passionnant, parce que
il y avait tout à construire. Enfin, c'était quand même pas facile. J'ai pas une sensibilité capitalistique, donc ça c'est clair. Donc du coup, on a proposé des choses comme le revenu universel, on a proposé des choses comme la TGC redistributive, puisque quand je suis arrivée à la CPME, on était en plein vie chère en 2013, il me semble, 12-13. Ouais. Et il y avait un vrai problème en fait quand même d'inégalité, aussi bien salariale que d'inégalité tout court, puisque la vie est chère en Nouvelle-Calédonie et ça, tout le monde le sait. C'est Jean-Jacques Brault qui avait sifflé la fin de la récréation, je me souviens, et j'arrive, enfin je crois que c'était le vendredi, je suis sollicitée pour prendre la présidence. La presse nous met la pression, c'est qui la prochaine, et puis j'ai 48 heures en fait pour réfléchir, et je dis ok, je prends la présidence, et ça c'était tout le week-end. Et le lundi, réunion de crise au gouvernement, c'était Harold Martin, réunion au gouvernement avec les politiques de l'époque et les syndicats de salariés, les syndicats patronaux, pour réfléchir sur l'agenda partagé. Qui avait été acté, ouais, ça remonte, je te vois secouer, on s'en rappelle, l'agenda partagé, qui était comme il était, mais il avait au moins le mérite de poser un cadre, en fait. C'est-à-dire qu'on savait exactement ce qu'il fallait réformer. Il fallait travailler sur ces dossiers, donc c'est des gros dossiers, parce qu'il y a la fiscalité, il y a la formation, il y a beaucoup de choses. Et c'est un gros dossier qu'on a mené voilà, avec les partenaires sociaux, avec les combats de syndicalistes normaux. Enfin, normaux, je dirais pas normaux parce que c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est la violence, en fait, des réunions. Ah oui. J'étais pas du tout habituée à devoir m'imposer. Alors bon, déjà, je suis une femme, c'était très compliqué. Il n'y avait que des réunions d'hommes, puisqu'il n'y a que des hommes politiques. Et dans le patronat, il n'y avait que des hommes aussi. Et dans les syndicats, il n'y avait aussi que des hommes. Donc c'était une époque où, même si c'était dur, on se parlait, on travaillait. Il y avait énormément de réunions. Des réunions dans lesquelles il y a des gens aujourd'hui qui s'expriment qu'on n'a jamais vus, malheureusement. Mais ça aurait été bien qu'ils soient là lors de ces réunions. Puis petit à petit, le monde politique s'est désengagé de ces réunions et on s'est retrouvés qu'à nouveau en partenaires sociaux, c'est-à-dire que les syndicats de patrons et les syndicats de salariés. Et c'est bien dommage parce qu'en fait, c'est relativement lié, puisque même si nous, on est force de proposition, ça doit être entériné par des lois de pays, donc le Congrès, le gouvernement, etc. Donc c'est, je pense, un des regrets que j'ai, c'est que le monde politique ne s'est plus intéressé en fait à ces réformes fiscales et sociales qui étaient indispensables pour garder ces équilibres de développement économique. Et voilà, on les a perdus lors de ces réunions. Et puis après, on s'est retrouvés qu'entre nous. Donc, il n'y avait pas trop d'intérêt. Enfin, c'est pas que c'était pas intéressant, mais une fois qu'on est force de proposition, qu'on fait des livres blancs, des audits, des assises. On appelle ça les assises. Après, ça change chaque année. Chaque gouvernement, on a un nouveau mot. Il y a les États généraux aussi. Les États généraux, voilà. Ça a accouché de quelque chose, ça? Ça a accouché de quelque chose? Non, on a accouché de rien, en fait. On a accouché de discussions entre nous, dans un vase clos, sur lequel, aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte qu'effectivement, la société civile n'était pas non plus impliquée, ou ne s'impliquait pas. Enfin, je ne sais pas, là, je pourrais pas le dire, enfin, le définir comme ça aujourd'hui, mais on commençait à construire des choses comme ça nous semblait être le mieux, mais pas avec une validation en fait globale en fait. Ouais. Et malgré tout, s'il n'y a pas un cadre législatif, administratif, encadré, etc., on peut dire tout ce qu'on veut, ça avance pas quoi. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui a été très très frustrant, mais qui reflète la frustration un peu d'aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de gens qui disent plein de choses, avec plein d'idées, des super idées, des propositions. Mais comme on n'a pas de gouvernance, on arrive à rien. Donc on crée des frustrations partout, mais qui ne sont pas dépendantes. Enfin, nous, ce n'était pas dépendant du monde patronal, en fait. C'est que nous, on est force de proposition, mais si ce n'est pas entériné par les politiques,
autant dire qu'on s'amuse en réunionnite. Hein. Enfin, je veux dire, on a passé des heures. On a eu le même commentaire de la part de Dominique Lefebvre, patron de Pisco-Choc, qui nous a expliqué sur ce plateau que ça fait 10 ans qu'on propose des choses aux politiques et que rien n'a jamais avancé. Mais c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a eu beaucoup de chutes du gouvernement. Oui. Tous les 18 mois, ça changeait. On n'était pas d'accord, alors il fallait changer. Si tu ne penses pas pareil que les indépendantistes, alors les loyalistes, ils te font la tronche. Si les loyalistes, ils ne sont pas d'accord avec machin, alors qu'ils ne se parlent pas entre eux, en fait. Moi, je pense que nous, la société civile au sens large et les partenaires sociaux, on a fait le job, en fait. On a fait le job de se réunir, de ne pas être d'accord, mais de trouver un équilibre, quoi. De finalement, et j'en ai passé des heures avec mes amis syndicalistes à essayer de trouver des équilibres qui font que... Qu'est-ce que c'est que le monde économique, quoi? Je pense qu'on s'est planté, on s'est cru à New York, en fait. On a inventé un modèle économique qui n'est pas du tout le tissu de la réalité économique de Nouvelle-Calédonie. Enfin, il n'y a pas de patron du CAC 40 ici, il faut se calmer, en fait. Il n'y a pas, ça n'existe pas, en fait. Donc, par contre, on a des patrons de patrimoine et on a des patrons de gestion. Voilà. Des patrons de gestion, c'est les patrons, je dirais, OPT, NRK, les structures public en fait, mais pas le patron de patrimoine. Moi en tant que patron, ma maison elle est hypothéquée quoi, pour monter ma boîte. C'est pas du tout la même vision et les mêmes choses. On est sur des rapports qui sont complètement différents, c'est moins de 10 salariés. Quand tu as 10 salariés, c'est déjà the entreprise. Il est important le tissu des TPE en Nouvelle-Calédonie? Il est énorme. Le tissu des TPE, le tissu des patentés, donc tous les sous-traitants, le tissu aussi de l'économie informelle. Là aussi, on n'a jamais voulu bosser sur cette économie informelle, mais elle fait partie de la Nouvelle-Calédonie, l'économie informelle. Quand tu fais le tour de la Calédonie et puis que tu mets tes petites pièces là dans la boîte pour choper tes petits fruits, etc., ça rentre pas dans un cadre législatif, mais ça existe en fait. À l'époque, on avait chiffré à plus de 30% en fait l'économie informelle. Le troc. Tu vois, oui, celle qu'on va trouver en tribu, qu'on va trouver dans les fêtes événementielles. Exactement. Le petit truc qui fait à la pièce, machin, etc. Donc, pourquoi on s'est refusé à voir ce tissu, en fait? Et nous, on disait, trouvons un modèle, une solution, en fait, pour les faire rentrer, parce que il faut aussi qu'ils payent leurs cotisations sociales, il faut aussi faut qu'on trouve un équilibre quand même, parce que tu ne peux pas être patron et payer des charges et payer des impôts, etc., alors qu'à côté, tu as une économie parallèle, informelle, qui ne paye pas tout ça, parce que finalement, tout ça, ça va où? Dans les caisses, en fait. Aussi bien dans les caisses de la protection sociale, donc la CAFAT, mais aussi pour l'école, pour l'éducation nationale, pour nos impôts, quoi, en fait. Et on savait tout ça, en fait, et on proposait. On proposait de dire, justement, là, j'en ai partagé, j'avais quitté la table des négociations, parce qu'au bout d'un moment, moi, tourner en rond, ça va 5 minutes, mais il faut qu'on se décide. J'avais quitté la table des négociations, parce qu'on avait proposé la TGC redistributive. Oui. Voilà. On s'en rappelle. On s'en rappelle. Là, on nous a traités de socialo, je sais pas quoi, nanani, on veut pas d'une TVA sociale. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fruit de ce travail, c'est 6000 heures de boulot non rémunéré. Parce que quand nous, on est en fonction, en poste, on n'est pas payé. Alors ça aussi, il faut que les gens ils comprennent qu'on prend des engagements de société, des responsabilités. C'est pas facile d'être patronne des patrons, même si j'aime pas le terme patron, mais et c'est des heures de travail avec des gens qui sont compétents en termes de fiscalité, en termes de social, en termes de droit du travail, en termes avec tout ce qu'il faut déformer, parce qu'on n'est pas en France, donc il faut arrêter avec ce truc, on est en France, ça c'est clairement pas la France dans son fonctionnement, et faut quand même arriver à trouver des solutions qui soient adaptées à notre tissu. On n'est que 270 000 habitants, 70 000 actifs, donc à un moment donné, tu peux tourner les chiffres dans tous les sens. Il y a des mécanismes qui sont mathématiques, tu vois. Donc on a proposé des vraies solutions pour trouver ces équilibres, pour diminuer le coût en Nouvelle-Calédonie, pour... la cherté de la vie.
C'est ça. Sauf que là, tu avais des mecs qui débarquaient de je sais pas où, à la dernière minute, et qui négociaient comme ça, tranquille, entre les élus, machin. Et puis là, on te dit, bah ok, non mais la réforme, c'est ça. Parce que quand tu construis un texte, en fait, c'est le fruit de travail, de négociation partenariale, en fait. Et quand tu te retrouves avec un amendement, finalement, qui arrive de je sais pas où, parce que ça arrange plus Pierre, Paul, Jacques, que ce qu'on a travaillé, bah là, j'ai dit merde, en fait. Pardon, hein, mais voilà, je quitte la table des négociations parce qu'on n'est plus dans un processus de co-construction, ce qu'on avait essayé de faire. Et c'est pas comme ça m'arrange, je viens rajouter un amendement qui va finalement écrouler le socle en fait de cette loi de pays en fait. C'est pas comme ça que c'est censé marcher. Et puis parce que chacun aussi voulait garder son précaré, parce qu'on est ok pour le changement mais pas nous. C'est-à-dire que c'est quand même mieux si c'est les autres qui changent parce que c'est plus facile. Et on n'a pas regardé vraiment notre vraie économie. Voilà. On a fait des espèces de copier-coller, copier mal collé. Et ça, j'avais le même problème en métropole. Voilà, quand j'allais pleurer, au ministère des Outre-mer, autant dire qu'à l'époque, on faisait que des photos. Hein, on y allait, on faisait des photos, on revenait, on était contents. Puis là, on se dit, bah non, en fait, le mécanisme, il faut comprendre le mécanisme institutionnel néo-calédonien. Ensuite, le mécanisme métropolitain et l'Europe. Parce que des fois aussi. Voilà. Donc là, on se dit, bah non, essayons de construire région. Voilà. Donc là, je repars sur d'autres idées, ça passe pas ici, les réformes se font pas. On arrive quand même à pousser le fait que dans les accords de Nouméa, on dise, OK, quel que soit l'avenir institutionnel, il nous faut faire les réformes fiscales et sociales pour la Nouvelle-Calédonie. Je me rappelle, c'est Édouard Philippe qui l'a dit le premier, parce qu'à force de faire du lobbying pour dire, non, en fait, on est autonome. Qu'est-ce qu'on veut plus en termes d'autonomie ? On a un congrès, un gouvernement, un conseil économique et social, un sénat coutumier, enfin, tout ça, ça coûte. Hein. Enfin, mis bout à bout, faut quand même réaliser 35 communes, un millefeuille. C'était ça qu'on essayait d'expliquer, peut-être qu'on l'a mal expliqué, le millefeuille administratif, en fait. Et puis l'État, c'est trop compliqué pour eux, en fait, quand tu leur dis, bah non, nous, on n'a pas la même fiscalité, on n'a pas le même code de l'environnement, on n'a pas le même code de ceci, cela. Alors, les énarques qui t'écoutent, ils sont sympas, mais ils en ont rien à foutre, en fait. Parce que, en fait, non, mais c'est ça. Et là, tu dis, bon, bah, change de stratégie, on va aller plutôt voir le Premier ministre, en fait, parce que... et là, comme en même temps, comme le temps diplomatique, le temps économique, le temps institutionnel, tous ces temps-là, là, ils sont pas synchro, en fait. Donc, moi, je me rappelle de Philippe Gomez, à l'époque, il me disait, mais tu vas trop vite, Sherifa. Je disais, mais non, c'est vous qui allez pas assez vite, en fait. Enfin, parce que chacun sa dimension. Mais moi, quand mes entrepreneurs, ils sont en train de couler, quand leur cahier de commandes, il se remplit plus, quand ils galèrent parce qu'il faut faire 10 milliards de paperasse pour accéder à un marché public qui sera inaccessible aux petits, voilà quoi. Donc là, on travaille sur la délibération 136 CP des marchés publics. On dit qu'il faut la réformer pour intégrer les petites entreprises. On y arrive par la délibération 424 des marchés publics. Donc on fait en sorte de forcer l'administration à sourcer. Ce qu'on appelle sourcer, c'est le pays qui regarde c'est quoi son tissu, quoi. Et en fait qui favorise son tissu local. Donc on y est arrivé. Personne ne l'applique. On a une délibération qui dit la collectivité doit sourcer les entreprises locales et favoriser les marchés locaux. Parce que nous, on était quand même là-dessus, quoi. De se dire protection des marchés, priorité au marché local. Et ensuite, tu vas chercher les grands groupes ou tu vas chercher à l'extérieur, quoi. Mais regarde ce que tu as comme compétences, en fait, localement. Aujourd'hui, ça me paraît tellement évident de dire, parce que ça donne des idées. Ça te donne, par exemple, on a proposé la stratégie du bon achat, 150 milliards de dépenses publiques, tu les flèches sur les petites et moyennes entreprises, même si tu n'as pas localement, ça peut donner des idées à des entrepreneurs de se lancer. Donc on faisait déjà un peu une analyse déjà entre nous, déjà de se synchroniser un peu entre nous, et donc quand je n'étais que le porte-parole, si tu veux, du travail qui était effectué en back-office en fait.
Mais qui n'a jamais été spécialement soit écouté, soit suffisamment compris, et le cas échéant, court-circuité par des amitiés. Exactement. Ouais, pour le dire Exactement. comme ça. Ouais. En fait, la Calédonie, c'est ça, quoi. C'est qu'on attend d'être dans le mur. Ouais. Voilà. Et moi, je ne sais pas faire, en fait. Comme je suis ingénieur risque, moi, je fais du préventif, en fait. Prévention des risques, je fais des scénarios, je dis attention, là, on va se péter la gueule. Donc, au lieu qu'on se pète la gueule, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'y réfléchir un peu avant et être force de proposition? Enfin, là, on se l'est bouffé, du coup, le mur. Ah ben, on se l'est bien bouffé, mais il était inévitable. Moi, c'est ma plus grande frustration. C'est de dire comment on savait tout ça et comment on a laissé, en fait, partir le truc comme il est aujourd'hui. Et après, là, je ne sais plus faire, par contre. Donc, on a passé notre temps à offrir des travaux gratos, j'insiste, à des gens qui sont censés prendre des responsabilités et qui les prennent pas. Je ne comprends pas que tu investisses pas dans ton capital humain, qui sont ta jeunesse, ton économie, ta population, etc. En fait, on est autonome, mais on ne l'est pas. On peut faire, mais on ne peut pas faire. On est la France, mais on n'est pas la France. Et là, tu te dis, fatigué, quoi. Fatigué, la bande, parce qu'à un moment, prenez vos responsabilités, en fait. À un moment, accompagner le développement, accompagner les énergies, accompagner les gens qui ont des initiatives et arrêter de nous emmerder, en fait. C'est violent ce que je dis, mais on est un peu dans le contexte violent, donc tu dis, mais c'est pas moi qui vais gratter le papier, en fait. Déjà, je le fais. Je te fais des propositions de loi, je te fais des dossiers, je te fais des idées de réformes qui sont partagées. Encore une fois, c'est pas moi, shérifa, hein, c'est des groupes de travail, des groupes de réflexion, des gens qui s'impliquent, qui se disent essayons, on peut le faire. Pourquoi on ne le fait pas? Donc voilà. Okay. On comprend que depuis 10 ans, vu le système politique dans lequel on vit, c'est quand même extrêmement compliqué de faire avancer beaucoup de dossiers, notamment en termes de compétitivité, de cherté de la vie, d'égalité sur les marchés autant que dans la vie, pour le dire très vulgairement. Là, ça fait 7 semaines qu'on est au beau milieu d'un climat insurrectionnel. L'économie, elle est massacrée, morte. Toi, de ton point de vue, parce que là, on entend surtout les chiffres des emplois directs qui ont été certes arrêtés net parce que l'entreprise a brûlé, mais quand on connaît justement tout le tissu des patentés et des prestataires de services, est-ce que toi, tu as une idée des répercussions que ça va engendrer derrière? En fait, j'aimerais qu'on ne néglige pas l'aspect psychologique. L'aspect psychologique, on a pris une claque occipitale, là, mais qui est très violente. C'est-à-dire que tout ce qu'on a construit, on l'a claqué le 13 mai 2024. Voilà, de confiance, de se regarder, de se faire confiance, et moi, je ne sais pas travailler sans confiance, en fait. Nos partenaires, qu'ils soient institutionnels, qu'ils soient fournisseurs, qu'ils soient... c'est hyper compliqué. Donc, en fait, la relation de confiance, elle est brisée, là. On ne peut pas regarder nos... Enfin, moi, je ne peux pas, en tout cas, j'y arrive pas. Aujourd'hui, je me dis, non, mais tu pensais ça, vraiment ? Ce qui s'est passé là, c'est vraiment ce que... Parce que du coup, moi, j'ai super rien vu. Ou alors, on n'a pas su échanger, on n'a pas su partager, quoi. Et on a travaillé sur un dossier qui était l'attractivité territoriale. Comment tu fais venir des investisseurs? Tu vas leur dire, viens, c'est cool. Entre deux grenades, ça va passer crème. En fait, non, en fait. Donc ça veut dire que si nous déjà, parce que les patrons ou les entrepreneurs, les patentés, enfin tout le monde, on est des humains, quoi. On a vécu un traumatisme. Enfin moi j'ai vécu un traumatisme et j'ai eu peur. J'ai eu peur pour mon fils. J'ai eu peur qu'on perde des règles de droit, des règles de droit vitaux, quoi, qui sont le fondement de l'humanité, enfin de l'humanisme en fait. Et là, tu dis, pourquoi j'irai investir? Pourquoi j'irai réinvestir? Alors bien sûr, les Calédoniens de souche, ils sont là, ils vont rester là, ils vont voir s'ils vont reconstruire ou pas reconstruire. Moi, j'ai pas la force. Hein. Toi, tu jettes l'éponge?
Ah, ah oui, et puis je veux même pas qu'on me dise oui, mais t'es traître ou t'es lâche. Tu veux pas reconstruire? Non, je veux pas reconstruire. En fait, je veux pas reconstruire la même chose, en fait. Enfin, si c'est pas pour avoir un autre truc, genre on a fait une pause, là, on a fait reset, stop, parce qu'il n'y a rien qui marche, en fait. Il n'y a rien qui marche. La démocratie, elle est claquée. Enfin, c'est la loi de qui? Du plus fort, du méchant sur l'autre. En fait, on a refusé ce côté dominant-dominé, là. Enfin, on a à chaque fois un complexe d'infériorité, supériorité. Enfin, il faut qu'on se règle, déjà nous, en fait. Nous, humainement parlant, mais il ne faut pas qu'on fasse la même chose. Hein. Alors, oui, je ne jette pas l'éponge parce qu'il n'y a pas d'éponge à jeter ou pas. J'ai toujours été dans le combat, j'ai toujours, je crois, hein, après, faut analyser, mais ça fait quand même 20 ans que je suis dans les associations, les organisations, les machins. J'ai même été candidate à la mairie de Nouméa. Et dans notre élan de société civile à la mairie de Nouméa, c'était nos quartiers, notre ville. On ne voulait plus justement parce que là, les quartiers, ben, on voit maintenant les différences et on les voit bien. Et c'est flagrant. Donc le sud, c'est pas le nord. Voilà. Et nous, ce qu'on voulait faire, c'était tisser la natte, créer du lien entre les quartiers. Et c'est pour ça que ça s'appelait Nos quartiers, notre ville. Parce que Nouméa, c'est pas le sud, quoi. C'est pas là, Pepelop, voilà, zone verte. Et puis le reste, ben, démerdez-vous parce qu'on a faim. Enfin, moi, j'ai faim aujourd'hui. Moi, c'est mes copains et mes copines qui me ramènent des paniers alimentaires. C'est mon fils que je dois gérer parce qu'il faut qu'il aille jusqu'au bout de sa scolarité. Donc mon frangin m'a dit un truc très pertinent. Il m'a dit, tu sais, les procédures d'alerte dans l'avion, c'est tu mets ton masque pour toi d'abord et après tu mets le masque aux autres. Ben, moi, j'en suis là aujourd'hui. Et c'est pas jeter l'éponge. Et j'espère qu'on va respecter en fait cette décision qui est la mienne en fait. Parce que moi, j'ai pas décidé de vivre dans un pays où il n'y a pas de règles. Où il n'y a pas de sécurité pour mon fils, où il n'y a pas de l'inclusion. Voilà, parce que jusqu'à présent, je ne voyais pas mon collègue kanak ou walisien ou machin, je voyais des collègues, je voyais des potes, je voyais pas tout ça. Ou alors, parce que ce n'est pas ma nature, ce n'est pas mon ADN. Donc, je ne peux pas être dans un système où mon ADN ne correspond plus. C'est pas possible. Et quand tu dis aux gens, mais qu'est-ce que tu veux ? Ben, on ne sait pas. Enfin, on peut inventer tout, hein, mais comment on fait là pour avancer et voilà. Donc oui, j'ai décidé de partir pour la sécurité, parce que ce qui se profile, si c'est de la violence, ça ne m'intéresse pas. J'ai suffisamment lutté pour les violences faites aux femmes. Les minorités, on ramasse tout le temps. Voilà, on a beau dire ce qu'on veut, voilà. Je suis monoparentale, donc j'ai une responsabilité, celle de l'éducation de mon fils et l'environnement dans lequel je veux qu'il évolue. Et puis qu'aujourd'hui, je serais en tout cas pas actrice de la même chose. Ouais. Ça, c'est pas possible. Voilà. On sent quand même que ça se superpose. La crise qu'on est en train de traverser avec des 10 années d'implication associative et auprès des entreprises pour n'aboutir à rien. Voilà, je n'osais pas le dire. Je le dis. Voilà. Donc, effectivement, on sent que ta lassitude, elle vient surtout du fait que si c'est pour recommencer tout ce qui nous a conduit au drame qu'on vit aujourd'hui, c'est pas la peine. Ah non, je cautionne pas, moi, ça. On peut me reprocher plein de choses. Hein. On m'a reproché de bouger les lignes, de dire ce que je pense trop fort, de mettre les pieds dans le plat, mais parce que je fonctionne comme ça. On sait tout ça. On sait qu'il y a un problème sur l'indépendance, pas l'indépendance. Oui. On était au courant. Enfin, je veux dire, à moi, celui qui en a vraiment rien à foutre, qui n'était pas au courant de ce qui allait se passer. Tous les réseaux d'influence, on était au courant. On a reçu le petit papier en disant numéro 1 ça, numéro 2 ça, machin, etc. Sauf que quand t'es pas le décideur, en fait, bah, c'est hyper frustrant parce que va parler à l'autre, quoi. Enfin, je sais pas, les politiques, ils avaient comme mission de se parler. Ils devaient trouver l'accord après ainsi créé. Oui, ah bah on a bien créé là. La situation s'est créée. Et encore, bah, j'avoue mon niveau d'incompétence là-dessus. Je ne sais pas faire du après. Moi, je sais faire du préventif, encore une fois. Je sais alerter, je sais être force de proposition. Tu n'as aucune idée de ce qui pourrait être la solution pour l'après?
La solution pour l'après, Pour le nouveau? on va aller à l'indépendance. Ah, ok. Mais c'est une indépendance qui est volée, donc je ne sais pas si elle a un intérêt. Obtenu par la violence, quoi. Obtenue par la violence. Et ça, je suis choquée. Hmm. Je suis choquée parce que en fait, tu ne peux pas régler... Après, tu mets des petits pansements sur des jambes de bois, en fait. Tu vois, quand t'es pas en amont pour bien réfléchir, pour bien préparer les choses, parce qu'il y a la conduite du changement, en fait. Enfin, moi, j'ai les boules quand je suis à pied et que, ben voilà, j'échange des pommelots parce que j'ai un arbre contre des machins et que je vois la situation qui était déjà très critique de précarité. Moi, je suis pas faite pour être dans la précarité. Je bosse en fait. Je sais bosser, j'ai travaillé, j'ai de la chance d'avoir des parents qui m'ont élevée, éduquée, j'ai des diplômes. Donc déjà, la précarité, c'est pas quelque chose que je kiffe pas la précarité, quoi. Ça n'existe pas. Mais quand je vois ceux qui sont encore plus dans la misère que moi, je peux pas en fait. Et c'est trop compliqué. Donc, et ça a été volontaire. Ok, Chérifa, merci, merci pour ce récit. Parce que j'avais prévu qu'on parle peut-être davantage, qu'on aurait le temps de parler davantage de ce que tu as pu voir et ce dont tu as pu être témoin pendant ces semaines d'émeutes. Mais somme toute, c'était très intéressant que tu nous racontes tout ce que tu as pu faire, notamment dans le monde économique calédonien, et qu'on comprenne tous les freins que tu t'es tapé pendant toutes ces années. Ceci dit, merci. Avec plaisir. Merci pour tout ton travail durant ces années, parce que moi je l'ai un peu suivi pendant quelques temps, et comme tant d'autres, on a reçu Didier Guénan-Janson tout à l'heure, tu fais partie de celles et ceux qui se sont battus pour faire avancer les choses, et on comprend de plus en plus aujourd'hui sur quoi vous vous êtes heurté pendant toutes ces années, et pourvu que ça change. Oui, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Et bon courage à vous. Merci, à bientôt. À bientôt.